RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Et dans ces conditions, constitutionnellement, on ne sera pas en mesure de le faire. Bunagana occupé depuis 600 jours, nous comprenons l'impatience et la colère des Congolais. Cette guerre pour les Rwandais est une question de survie, car le Rwanda a bâti son modèle économique sur le pillage de la RDC. Tout est mis en œuvre et l'ennemi sera poursuivi partout où il se trouve. Les FARDC ont engagé avec beaucoup de détermination puisque c'est une question existentielle. Je voudrais vous dire aussi que tout est mis en œuvre pour que les grands défis soient relevés. Le Rwanda s'est préparé depuis des années pour nous agresser. En réponse, nous aussi, nous préparons. Le commandant suprême et le gouvernement de la République n'ont pas lésiné sur les moyens. Ça, c'est le général-major Sylvain Ekenge qui ajoute en disant « Nous saisissons cette occasion pour apaiser les esprits et rassurer nos populations du Nord Kivu et des environs. Les FARDC sont obligés de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Elles sont obligées donc de réussir. C'est une question existentielle. On ne peut pas se permettre de baisser pavillon, sinon le Congo n'existera pas. » Décès du président namibien Hage Geingob, le président honoraire Joseph Kabila a présenté ses condoléances à la famille de l'illustre disparu ainsi qu'à toute la population de Namibie. Compte tenu de la récente recrudescence des désinformations concernant les relations entre les États-Unis et la RDC, je souhaite réitérer que les États-Unis soutiennent une RDC forte, stable et pacifique. Et nous sommes convaincus que si la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC sont respectées, nous condamnons le M23 soutenu par le Rwanda qui est sous le coup des sanctions américaines depuis 2013 et nous nous tenons aux côtés du peuple congolais en fournissant $1 milliard américains sous forme de programmes qui soutiennent l'éducation, le développement économique, la santé publique, la préservation de l'environnement et une aide humanitaire qui sauve des vies, a écrit l'ambassadrice des États-Unis, Lucie Tamlin. L'on apprend également qu'Évariste Bochab est proclamé député national élu dans la circonscription des Mouika. La CENI l'avait invalidé pour fraude électorale présumée, mais les procureurs ont estimé non établi ces accusations. Le PCR de Caméré et autres n'ont parlé d'une manière verbale. Ils voulaient entrer en contact avec nous pour voir de quelle manière nous allons gérer cette province. À mon tour, je leur ai demandé de me présenter leur tableau de propositions. Ils m'ont promis qu'ils vont revenir vers moi. Cette même démarche était menée par Pius Mwabilou. C'est Augustin Kabouya qui donc a réagi après la réunion qu'il a eue avec les membres du PCR. Ensemble pour la République permet à ses élus provinciaux et nationaux de siéger dans les assemblées afin de porter la voix de l'opposition au sein des institutions. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci beaucoup de nous faire confiance. Bienvenue dans Grande Tribune de ce mercredi 8 février 2024. Eh bien, deux sujets vont faire l'objet de cette émission. Est-ce que faire la guerre au Rwanda est la voie privilégiée aujourd'hui? Deuxièmement, diplomatie congolaise et diplomatie rwandaise. Quelle est la diplomatie qui aujourd'hui porte des fruits? Bienvenue une nouvelle fois, 3 invités sous ce plateau. Je commence par ma droite, maître Éric Bisselot. Il est président d'un parti politique de l'opposition. Il est aussi membre de la plateforme qui a soutenu la candidature du docteur Denis Mukwege. Bienvenue, maître Bisselot. Merci.
Est-ce que j'ai droit à un biscuit? Non, c'est pas de souci. Je souhaite bien sûr bien le bonjour à mes compatriotes avec lesquels nous avons l'habitude d'échanger. Il y a un aspect, il y a un fait très important que vous n'avez pas fait allusion certainement, c'est les déclarations du ministre de la Défense sur le moratoire sur la peine de mort, qui a fait débat au Conseil des ministres, au Conseil de sécurité. Vous savez, au sortir de cela, ça mérite réflexion effectivement à ceux qui trahissent la nation, pas forcément au sein de l'armée, parce que eux, ils se focalisent sur les militaires qui trahissent la République et la nation, et que pour ces militaires-là, il y a nécessité de revoir le moratoire sur la peine de mort. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut également un moratoire sur la peine de mort. Il faut également exécuter ceux qui font des affaires, surtout des minerais, avec des pays qui nous agressent. Il faut également des peines de mort à l'égard de ceux qui détournent des millions de dollars, bien qu'ils soient à Kinshasa, parce qu'ils participent indirectement, effectivement, à l'affaiblissement de l'État et à la mort certaine de l'État de droit et de la sécurité des Congolais. Donc il ne faut pas juste se focaliser pour le moment, sur l'instant T, qui est un problème de guerre. Est-ce que nous sommes déjà en guerre? Est-ce qu'un moratoire peut être levé pour une catégorie de la société où elle doit normalement être levée pour... Il est question ici de lever le moratoire. Que dit la loi? Le moratoire et en même temps de revoir l'arsenal juridique. C'est aussi simple que ça. Ça n'a jamais... Notre arsenal juridique, dans notre arsenal juridique, la peine de mort y est. C'est pas une question de débat. Mettons, en vertu de quoi, par quel procédé, pourquoi cette catégorie? Ben oui, on peut aller catégoriser les peines, les infractions liées spécifiquement à la nation et dire que cela nécessite une peine de mort. En Chine, on voit très bien que ceux qui ont la gestion de la chose publique, ceux qui ont une certaine responsabilité, lorsqu'ils s'accaparent les biens de l'État, les biens de la nation pour leur propre fait personnel, ben, il y a nécessité de revoir quel type d'infraction qui pourrait faire exemple, donner leçon à ceux qui viendraient compromettre le vivre ensemble. Je pense que la peine de mort est nécessaire pour ceux qui conduisent les millions de Congolais à la mort certaine, à ceux qui font que l'intégrité territoriale n'est pas respectée et que nous serons en permanence en guerre contre ceux qui tuent quotidiennement les Congolais, les femmes et les enfants, qui violent notre intégrité territoriale, mais également ceux qui détournent des millions de dollars des Congolais, mais également ceux qui font des affaires, surtout des minerais à l'Est, avec les pays extérieurs avec lesquels nous sommes en guerre. Donc moi je pense que c'est une question qui mériterait d'être approfondie, et pourquoi pas, il faut soutenir ce genre d'initiative, mais il ne faut pas le faire avec une certaine légèreté ou bien faire certaines faiblesses au regard des circonstances actuelles, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin. Maître Joël Kitenge, une nouvelle fois, merci beaucoup également de prendre part à ce débat. Merci beaucoup, dame. Monsieur Trésor Kalala, bienvenue également. Bienvenue. Merci de prendre part également à ce débat. Merci beaucoup, monsieur Dan, mais merci aux téléspectateurs. Je crois que, comme Biscuit aussi, j'aimerais faire une mise au point sur une situation. Il y a eu une vidéo qui a circulé dans laquelle les membres de mon parti étaient en train de manifester. Alors ici, d'abord, il faut noter que Trésor Kalala n'a jamais touché à un seul pneu. Trésor Kalala n'a jamais brûlé des pneus. Alors, c'était des militants du parti qui étaient en train de manifester. Et en tant que porte-parole du parti, chargé des communications, j'étais en train de parler et derrière moi, on brûlait des pneus. Donc moi, je n'ai jamais brûlé des pneus. Alors, pour la petite histoire, rapidement, il était question que nous, Alliance pour les actions de développement du Congo, regroupement cher à Madame Adel Kabena, pour qui je profite de l'occasion pour encore la féliciter pour son élection en Mbujimaï. Elle a été la meilleure élue de Mbujimaï. Alors, nous avions atteint les seuils, largement dépassé même les seuils d'éligibilité, notamment 191 053 voix. Mais curieusement, la CENI nous a attribué, nous considérons ça comme une erreur, ça sera corrigé à la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle étant une juridiction aussi des corrections. On nous a attribué un député, pendant que nous avions atteint 191 053 voix. Et à côté de nous, nous avions un regroupement comme AABG,
qui a aussi 191 000 voix, mais à eux, on a attribué 8 sièges. Comme si cela ne suffisait pas. Vous avez un regroupement comme Dipro, par exemple. Ils ont 174 000 voix. Mais eux, on a attribué 3 sièges. Vous avez Nouvel Élan, 170 000 sièges. Voix, 3 sièges. Vous avez IDPS Kibasa, 180 000 voix, 2 sièges. Mais au nom de quoi, nous qui avions eu 191 1053 voix, à côté de nous, nous avons aussi AABG qui a eu 151 000 voix, plutôt 191 000 voix, on leur attribue 8 sièges. Nous, on nous donne un siège. On vient me lancer dans un calcul de quotient intellectuel ici, ça ne va pas tenir. Parce que si nous allons dans la logique du quotient intellectuel, quotient électoral. Plutôt, je m'excuse, quotient électoral, nous devons avoir au minimum 6 sièges. Au minimum 6 sièges. Alors, au nom de quoi on nous attribue un siège? Alors, nous avions considéré que c'était une erreur, mais, vous voyez, c'était la veille. En fait, c'était juste les jours après la publication. Les militants étaient sous les nerfs. Et il y avait tension et c'était une manifestation spontanée où les gens étaient en train de manifester. Et Trésor Kalala que je suis, j'étais en train de parler. Donc moi en tant que cadre, je ne peux jamais toucher à un pneu, je ne peux pas prendre un bidon d'essence pour aller brûler les pneus. Derrière moi, les militants brûlent les pneus et moi je suis en train de parler. Donc l'opinion doit retenir que moi je n'ai jamais brûlé des pneus. Et je n'ai jamais pris un bidon d'essence pour mettre le feu, c'était les militants. Pour finir, vous êtes dans les partis où les militants brûlaient des pneus, il ne faut pas vous laver les mains là-dedans. C'est votre parti qui a les militants du parti. C'est clair, vous restez solidaire. Parce qu'il y a une fixation sur vous restez solidaire avec moi, j'ai brûlé, non, j'ai pas brûlé les pneus. Vous en faites partie. Les militants, je ne décourage pas ça. Vous avez manifesté aussi. Écoutez, mais pourquoi pas? C'était une manifestation spontanée. Mais ici, j'aimerais mettre l'accent sur le fait que moi, Kalala, je n'ai pas brûlé un pneu. Moi, j'ai parlé et derrière moi, il y a des gens qui brûlaient des pneus. Et c'est comme ça que je m'avais chuté effectivement, M. Dan. J'aimerais que l'opinion puisse retenir et même à la prochaine législature qu'on en tienne compte. Cette histoire des seuils doit être élaguée de la loi électorale parce que ça n'a pas de sens. Moi, j'ai fait 40 000 voix, par exemple, dans ma circonscription. Vous, vous faites 2 000 voix. Mais parce que nous, on n'a pas atteint les seuils, c'est vous qui irez représenter cette circonscription-là. Je crois que lorsqu'on va élaborer la loi électorale de 2028, cette histoire des seuils et de recevabilité et d'éligibilité, tout ça là, on doit annuler ça. Sur la liste, celui qui est premier de la circonscription, c'est celui-là qui doit être désigné comme candidat. Sinon, il y a crise de légitimité. Celui qui va à l'Assemblée, souvent, ce n'est pas celui qu'on a choisi. L'autre a 200 voix, mais celui-là a 10 000 voix. Comment c'est celui qui a 200 voix qui va représenter celui qui a 10 000 voix? Donc, ça n'a pas de sens. Moi, je vois que c'était une technique qui a été mise en place pour tricher, pour frauder, pour rendre les élections dans un circuit fermé. Alors, maintenant que nous voyons les conséquences des seuils... De la tricherie. Ouais, donc il faut élaguer ça. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un héritage qu'on a hérité. Et aujourd'hui, voilà que ça donne beaucoup de difficultés à la CENI. Et il y a beaucoup d'erreurs comme ça. Il y a beaucoup d'erreurs, peut-être même involontairement, par rapport à beaucoup de calculs qui compliquent. Et ceux qui calculent, et les électeurs et les candidats. Donc, en 2028, il faut élaguer ça. On a compris, le seuil n'a pas été du tout... bien perçu, surtout du côté de l'AEDC. Vous plaiderez pour que la Cour est en train d'examiner déjà les cas de recours. Effectivement. On espère que vous serez rétabli dans vos droits, si vous avez réellement raison. Alors, Maître Joël Kitenge, je commence avec vous. Vous n'avez pas fait de biscuit, mais je vous donne directement la parole en premier pour que vous puissiez donner votre point de vue sur la question de la guerre dans l'Est de la RDC. On a suivi beaucoup des scientifiques qui disent qu'il faut faire la guerre. J'ai reçu sur ce plateau M. Freddy Mulumba qui est un chercheur dans le domaine qui dit qu'il vraiment il faut faire la guerre. M. Charles Nana qui dit que la RDC doit s'affirmer à ce sujet-là. Est-ce qu'il faut faire la guerre au Rwanda aujourd'hui pour nous libérer de cette emprise qui n'a que trop duré? Merci beaucoup. Je respecte M. Freddy Mulumba qui est un politologue qui a fait aussi le beau et les temps dans la presse, hein, comme un chevronné. Mais je crois, je ne sais pas, il y a ce que beaucoup d'intellectuels tombent dans la déficit de compréhension, de définition de mots et de concepts. Comment ça? Il faut faire la guerre, il faut mener la guerre, il faut s'affirmer. Alors, la question que nous devons nous poser, en nous posant de telles questions, en regardant nos compatriotes,
nous leur disons qu'à l'Est, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une guerre, oui ou non? S'il y a une guerre, les FARDC croisent le bras ou les FARDC sont en train de combattre? Ce qui se passe, c'est ne pas faire la guerre. Et ce qui va se passer, qui sera faire la guerre, ça veut dire quoi? C'est ça le mot qu'il faut définir et expliquer les gens. Où on parle du formalisme, déjà, le président convoque les deux chambres, n'est-ce pas? Non, officiellement. C'est ça. Non, c'est ça que je vous dis. Nous avons ce que nous connaissons tous, les réponses ou les acceptations implicites, ou l'acceptation non affirmative. Donc, de manière indirecte, on fait quelque chose, on l'avoue, ça se fait, et on cherche, non, ça doit être fait. De manière officielle, l'État congolais est un État qui se gère par la loi. Il y a une loi portant statut, organisation, fonctionnement de FARDC. Non, la question... S'il vous plaît, c'est ma réponse. J'ai compris la question et je vous dis, oui, nous sommes en guerre. Je peux répondre tout de suite. C'est pourquoi je voulais développer. Nous sommes en guerre. Est-ce que vous allez demander aux Congolais quelle est la cité qui a été reprise hier, depuis avant-hier jusqu'hier, par le FARDC? On va vous dire Mouesso et Mouchaki a été repris par les FARDC. Par quelle voie? Les avions ont bombardé, les drones ont fait un travail et l'infanterie a fait ratissage. Ils ont récupéré les cités. Et ça s'appelle quoi en français? Guerre ou culte? Guerre ou messe? Mais c'est une guerre. Puisque les gens meurent. Les dégâts matériels sont là. Des déplacés sont par dizaines de milliers. Plus de 400 écoles à Rutshuru ne fonctionnent pas depuis le mois d'août. Les enfants ne vont pas à l'école. C'est la guerre. L'État a engagé énormément de moyens. L'État a acheté des drones. Des avions y sont. Les troupes ne font que se former. On a essayé même d'organiser la branche du réserve de la défense, entre guillemets, Ouazalendou. Jusque le président de la République a pris une ordonnance pour créer une coordination qu'on a confiée au général Padiri. Coordonner la réserve de la défense nationale. Alors, dans ce contexte-là, mettons-nous d'accord qu'il y a guerre. Il y a guerre. Et les FARDC sont en guerre. Nous suivons chaque jour les communications de colonel Njike, surtout ceux qui sont sur terrain. Nous suivons des communiqués même de Sylvain Ekenge lui-même, oui, dans plusieurs occasions. Vous avez fait allusion dans la communication de presse. Oui, oui. Il était clair quant à ça. Maintenant, si c'est dans la forme, ça je reviens. Dans la forme où où le président convoque les... Oui. C'est ça où on fait débat par rapport à la forme là. Par rapport à ça, est-ce qu'il faut aller dans cette démarche? Alors, s'il faut aller dans cette démarche, il y a ce que nous appelons la procédure entre l'intention à matérialiser la procédure. Dans le contexte où nous sommes, le Sénat est légal, puisqu'il n'y a pas encore une autre élection du Sénat. Et d'ailleurs, dans la jurisprudence du passé, il y a un Sénat qui a déjà fait 12 ans en République démocratique du Congo. Je fais allusion du temps de Kengo. Dans ce contexte, ce Sénat est légal. L'Assemblée nationale, la commission de validation des mandats, validation de mandat des députés, ont 5 jours pour travailler. Je crois au 3e jour aujourd'hui. Il en reste encore 48 heures avant de que la commission, le 26 commission statue pour la validation de mandat et les débits et tout ça. Dans ce contexte, la convocation d'un congrès est infaisable. Est infaisable puisque ceux qui, le mandat courait à l'Assemblée nationale, ne le sont plus. D'ailleurs, sur les 500 députés, il n'y a eu que 140 députés qui ont été réélus. Donc pour le moment, 360 sont chassés par le Congolais pour faute et l'improductivité de cette législature qui vient de s'achever. En une minute, juste pour finir, avant de donner la parole à vos co-débatteurs, si les contextes étaient réunis, serait-il utile qu'on déclare officiellement la guerre au Rwanda? Je ne vois pas d'inconvénient. Il faut que nous déclarions
la guerre, de manière formelle, c'est ce que je suis sur la forme. Mais de manière pratique, on est en guerre. Ici, nous sommes sur le formalisme d'État et des procédures. Mais le FARDC obéit à la loi puisqu'il a le mandat de sécuriser l'intégrité du territoire, défendre et tout ça. Et dans ce contexte, le FARDC n'a pas d'une déclaration pour agir quand vous êtes agressé. Merci beaucoup, Maître. C'est comme la légitime défense. Vous n'allez pas attendre un juge qui vient vous dire non, vous avez giflé, tu peux essayer de barrer avec la main. Non, c'est automatique. Une fois une gifle vous vient, vous allez soulever la main, puisque c'est comme cela qu'on appelle l'agression. Ça vous vient de l'extérieur vers l'intérieur de l'État. Et en étant en intérieur, le FARDC n'attend pas une loi, n'attend pas un congrès pour agir, et ils sont en train de le faire sous l'ordre du commandant suprême. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Alors, le formalisme, vous l'avez dit. Formellement, est-ce qu'il sera utile qu'on déclare la guerre au Rwanda? Est-ce que ça serait utile, puisque Maître Joël l'a si bien dit, nous sommes déjà en guerre. Est-ce que ça changerait quelque chose sur le terrain des opérations? Joël a très bien développé l'essentiel. Hein. Prenons une définition simple de ce qu'est la guerre. La guerre, c'est un phénomène de violence collective, organisée et qui affecte les relations entre les sociétés humaines ou les relations de pouvoir à l'intérieur des sociétés. Une définition simple et limpide qui nous met de facto en état de guerre. Nous sommes en état de guerre et le monde entier sait que nous sommes dans un état de guerre. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes en guerre. On peut à un moment dire non, ce sont des guerres intercommunautaires, mais la plus grande des guerres est menée par des pays frontaliers. C'était tantôt l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un État qui reste ferme à vouloir déstabiliser la République démocratique du Congo, c'est le Rwanda. Donc, nous sommes dans un état de guerre, de facto. Maintenant, c'est vrai que par formalisme, et selon les articles 143 et 86 de la Constitution, le chef d'État nous parle de déclaration de guerre. Ce qui est contenu dans la Constitution. La particularité de cette situation, de ce formalisme, c'est que ça aura des conséquences, non pas tant sur le front, mais sur les droits et les libertés civiques, voire civiles des Congolais sur toute l'étendue du territoire. C'est ça la réalité. C'est que le chef de l'État nous dit, non, si il y a une escarmouche, depuis qu'il a fait cette déclaration, des escarmouches, il y en a eu. Il y a eu même pire que ça. Mais, quoi qu'il se passe, du 1er janvier au 31 décembre, durant ces 5 ans, ou même durant cette 6e année où nous allons, conformément à l'article 83, le chef d'État est le commandant suprême des forces armées. Les forces armées, pour être mises en action, n'ont pas besoin que les deux chambres s'asseyent. Les forces armées sont au front d'ailleurs. On a toute l'artillerie nécessaire, on a des Sukhoi qui ont été agressés, c'est déjà des états de guerre. Alors pourquoi pour ne pas être méchant, je veux dire, cette mollesse, cette faiblesse de nos institutions à ne pas tout mettre en œuvre pour préserver l'intégrité territoriale et la vie des Congolais. Parce qu'il n'est pas ici question... Ça changerait quelque chose de déclarer officiellement la guerre à un pays qui agresse le pays. Je crois que moi je pense qu'il y a deux choses. Étant donné que factuellement nous sommes en guerre, nous devrons effectivement nous concentrer nos efforts vers ces pays d'où nous viennent les hostilités. En l'occurrence le Rwanda. Allons-y. En attendant qu'il y ait des formalismes. Maintenant, je vous dis, il y aura des conséquences. Déclarer la guerre sous-entend que les droits et libertés civiles ne seront plus les mêmes, ni politiques. C'est l'autre aspect qu'on semble négliger. Et moi, je pense que si ce n'était que cela, et qu'on va dire même que l'effort de guerre doit être fourni davantage, les besoins de la trésorerie nationale devraient être concentrés à la guerre. Si ce n'est que cela, pourquoi
perdre le temps. Allons-y à l'essentiel. Et pourquoi avoir attendu 5 ans pour constater cela et tergiverser? Les Congolais meurent quotidiennement. Pas besoin d'esclavage. Quotidiennement, les Congolais, les enfants sont massacrés, assassinés. Et avec une espèce d'outrecuidance, les États-Unis nous disent qu'ils veulent un RDC pacifique. Merci Mais beaucoup. nous sommes pacifiques, nous n'agressons personne. On est agressés. Donc ils nous veulent nous dire, restez attentistes, subissez, et nous vous donnons 1 milliard. Nous n'avons pas besoin de 1 milliard. Merci Nous beaucoup. avons suffisamment de minerais pour avoir 1 milliard par jour. Merci beaucoup. C'est eux qui ont besoin de ces minerais. C'est eux qui favorisent cet état de fait, cette situation d'instabilité. Et là, dans ce cas-là, il faudrait que les chefs d'État comprennent que tout ce que les Congolais attendent, c'est qu'on en finisse avec le Rwanda. Merci beaucoup. Qu'on en finisse avec le Rwanda. C'est tout ce que la population attend. Votre avis, M. Trésor Kalala, ça changerait quoi sur le terrain si on déclarait officiellement la guerre au Rwanda? Ou on doit continuer sous le format dans lequel nous sommes aujourd'hui, en train de nous battre déjà avec les militaires rwandais? Merci beaucoup pour le verbe oratoire que vous m'offrez. Ici, j'aimerais d'abord me rallier à tout ce que mes débatteurs venaient de dire. Et surtout, il faut aussi retenir que la RDC est en guerre, ça fera aujourd'hui 3 décennies. Nous avons toujours été en guerre. Mais ici, l'opinion a une fixation sur une guerre déclarée contre le Rwanda. On n'a jamais déclaré la guerre contre un État. Ce que je dis, l'opinion veut que la RDC puisse déclarer officiellement une guerre contre le Rwanda. Mais depuis 3 décennies aujourd'hui, nous avions toujours été en guerre. Alors, il faut dire ici à l'opinion ceci. Pour déclarer la guerre au Rwanda, comme ils sont en train, ou comme elle est en train de le vouloir, il y a une procédure. Et la République démocratique du Congo, ce n'est pas un État voyou. Nous avons des textes que nous devons respecter. Notamment pour déclarer une guerre, il faut une procédure. Et cette procédure est garantie dans la Constitution. Notamment ces articles 86 et 143. On vous dit, avant de déclarer la guerre à un autre pays, il faut que le Conseil de sécurité, plutôt le Conseil supérieur de sécurité puisse se réunir. Vous comprenez? Et après cela, il faudrait que cela soit délibéré en Conseil des ministres. Et enfin, les 2 chambres doivent se réunir en congrès pour donner l'autorisation afin qu'il y ait cette déclaration de guerre. Donc, le président Tshisekedi ne va pas se réveiller un bon matin. Il dit, je déclare la guerre au Rwanda. Donc, la population ou l'opinion doit comprendre que pour faire la guerre à un autre pays, il y a une procédure qui doit suivre les règles légales, notamment notre Constitution en ses articles 86 et 143. Mais si nous allons au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle la polémologie. C'est l'étude de la guerre, c'est la science de la guerre. Là, on étudie les origines, les causes, la gérance et tout et consorts. Ici, on vient de nous dire que les États-Unis sont en train de nous demander d'être pacifiques, de ne pas attaquer, de ne pas faire la guerre. Parce que eux, dans leur polémologie, quand ils étudient la guerre en République démocratique du Congo, c'est que c'est une rébellion. Selon eux, parce que le Rwanda utilise le fils du pays. Selon eux, c'est une rébellion. Ce sont les fils du pays qui se sont révoltés contre les régimes. Et par conséquent, on ne peut pas attaquer un pays étranger. D'autant plus que au sein de ceux qui nous agressent, notamment les terroristes M23, il y a aussi des Congolais dedans. Vous voyez, et par conséquent, on ne peut pas déclarer la guerre contre le Rwanda. Parce que si nous déclarons la guerre contre le Rwanda, selon eux, ça sera une agression. Vous comprenez? Et par conséquent, il faut continuer peut-être à se défendre et ne pas toucher le mal à son origine. Parce que le mal à son origine, c'est le Rwanda. C'est ici que moi, je m'en vais demander au président de la République. Il doit prendre ses responsabilités en tant que garant de la nation. Donc, il ne doit plus subir la pression des États-Unis, de la France, de la Belgique et de certains membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il doit s'élever comme le vrai commandant suprême. Une fois que les institutions sont bien installées, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat, je crois que la première action que le président de la République doit mener,
c'est de respecter cette procédure légale. Il doit réunir les conseils supérieurs de la défense. Il doit... Ça changerait quoi sur le terrain? Il doit mettre ça changerait quoi sur le la terrain? question au Conseil des ministres, réunir les deux chambres du Parlement et faire une déclaration ouverte. Merci. Qu'est-ce que ça changera sur le terrain? Effectivement, tout ce que nous sommes en train de voir à l'est de notre pays, avec le M23, c'est du théâtre. La vraie cause de tout ça là, c'est le Rwanda. Alors, c'est Kagame précisément. Il faut attaquer la source. Il faut attaquer la source. Il nous a dit, lors de son dernier jour de campagne, il a dit à partir de Goma, nous sommes capables d'atteindre Kigali. Donc moi je crois une fois qu'on déclare la guerre et qu'on attaque le Rwanda directement, cette histoire va finir. Et la communauté internationale le sait. Tous ceux-là qui sont derrière le Rwanda le savent. Et c'est pourquoi ils jouent à cette hypocrisie de nous temporiser à tout moment. Cette fois-ci, c'est maintenant ou jamais. Ça doit finir. Donc, la première action du président de la République, on réunit les deux chambres. On pose la question au Conseil des ministres. On donne l'autorisation. D'accord. Et on fait feu, comme lui-même l'a dit. Merci. Et je crois que c'est ça la solution et ça va changer tout sur le terrain. Merci beaucoup. Maître Kitenge, Maître Joël Kitenge, est-ce que vous comprenez la posture de la France, tous ces États-là occidentaux qui demandent plutôt à ce que la RDC demeure dans la posture de privilégier la diplomatie? Est-ce que vous comprenez leur... Bon, je suis congolais, je comprends le langage purement congolais. C'est une question qui ne concerne que le Congolais et le Congo, pas la France. Alors, pour moi, le formalisme là, tel que développé par mon ami Karala ou Maître Eric Bjelo, c'est bon et bien. On peut gagner cette guerre. Ça, c'est formalisme de texte, c'est formalisme procédural. On peut la gagner. Ça ne va rien apporter sur le terrain? Je ne dis pas apporter, puisque qu'est-ce qu'on... En fait, quand on a besoin de quelque chose, c'est pour solutionner aussi un état de besoin. Est-ce que pour que l'armée agisse, l'armée bloquée, puisque les deux chambres ne sont pas réunies, l'armée bloquée, puisque le commandant suprême... Non, l'armée agit. Moi, mon problème, c'est de voir. Je dis et je le répète, je n'ai aucun problème avec Fall Asinda, qui était le commandant des forces terrestres, dirigeant des opérations maintenant intégrées, Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. Donc, 33e brigade, 33e région, 32e, 34e, tout on a intégré autour des Fall. Je veux bien. Quand Sylvain Ekenge était là à Goma, les Ouazalendo étaient efficaces. Ils l'ont fait pendant une semaine, ils ont repris l'ensemble du territoire de Massissi et géré pendant 14 jours, avant qu'on vienne de le reprendre. Pourquoi depuis Chirumwami est là? Pourquoi Afal a repris le commandement? Les Ouazalendo ne savent plus aller en flèche comme ils allaient avant. C'est ce dysfonctionnement que le Conseil supérieur de la défense doit découvrir. Ici, je ne dévoile pas les trucs mais c'est cela qu'ils doivent découvrir. Et s'il faut choisir l'homme solution quant à cette question, il y en a dans les carquois de l'armée. Des généraux et des colonels qui sont sans fonction, qui traînent ici à Kinshasa, qui nous connaissons leur passé aussi efficace, ils y sont. Et le commandant suprême est censé connaître ces hommes. Ce sont des questions, je le dis aléatoirement, puisqu'il s'agit de la sécurité. Je ne vais pas essayer de développer, vous comprenez au moins. Celui qui dirige les opérations doit y être pour quelque chose. Ça, c'est mon propos. C'est votre point de vue. Clair. À part cet aspect des choses, il faut écouter ces Ouazalais dont leurs dirigeants. Qu'est-ce qui se passe même dans leur rang? Qu'est-ce qui les empêche du progrès? Puisqu'on gagne la guerre, la puissance d'une guerre, c'est l'information. Qu'on appelle autrement dans la sécurité le renseignement. Quand on découvre quand on découvre un élément, on sait maintenant comment le contourner et trouver la solution. Qu'est-ce qui s'y passe? Dans le fond, sur papier, nous sommes 8e en Afrique.
Quand on est 8e, ça veut dire qu'il y a 54 États africains. Nous sommes 8e sur 54 armées. Ce n'est pas anodin. Et 73e armée au monde. Et lisez, le Rwanda est 40e. Rwanda est ici, sur le chiquier africain, il est sur le top 20, au-delà de 20. Alors, qu'est-ce qui se passe entre celui qui gagne 1000 $ le mois, qui manque un pain le matin chez lui, Oui. j'ai fait une digression, et celui qui gagne 100 $ le mois, et on trouve toute la provision chaque jour dans sa maison. On peut juste réfléchir que celui qui gagne 1000 dilapide, est mésonnaire, et celui qui a ça, il fait en bon escient. Une petite armée comme le Rwanda ne peut pas nous gagner en guerre. Pourquoi est-ce qu'elle semble prendre la... Ce sont des questions que le Conseil supérieur de la défense, défense doivent répondre. L'avantage. Pourquoi elle semble prendre l'avantage? Doivent répondre. Deuxième question, aspect, moi je vais direct. Je ne vais pas rester dans le formalisme. Nous avons appris que quelques bataillons ougandais. Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, bon est comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone. Na yo continue la bande de Ko. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle Miami Balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit 10 $ le bénéfice. Donc il n'y a pas mieux télécharger Mokona Lelo Makamba Hotel et Management Cécile, il n'y a pas mieux que ça. Tindambon la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Ont pénétré le sol congolais récemment dans leurs différents ravitaillements. Les sources prétérées, comme si AFC de Nanga venait d'avoir un partenaire, Kaguta, à parrainer Nanga. Kaguta, Museveni. Voilà. Nanga, parrainé par l'Ouganda, et des branches ougandaises viennent pour combattre, puisque d'après les sources, 80% des hommes, bien 23, qui étaient à Mont-Savigno avant le début des hostilités, les bombardements, les batailles les ont réduits à 80%. Il fallait maintenant prendre des prisonniers dans les prisons de Kigali, prendre les Ougandais et quelques sous-traitants pour en faire le surnombre qu'ils ont tenté d'essayer. C'est pourquoi ils recrutent même les jeunes. Dans ce contexte, nous avons une mutualisation de forces avec l'Ouganda en Ituri dans le tract des ADF. Alors, comment celui qui nous appuie dans le tract des ADF peut aussi appuyer Nanga dans le tract de la déstabilisation? C'est à nous maintenant diplomatiquement de réfléchir comment traiter l'Ouganda. Est-ce partenaire ou ennemi? Mais c'est clair qu'ils sont ennemis parce qu'ils... Ce sont des questions. Est-ce que ça demande le Parlement se réunit? Qu'est-ce que le Parlement va venir traiter là? Merci. Maître Joël Kitenge. Je comprends que vous ne voulez pas aller dans les détails parce que vous ne voulez pas dévoiler... Non, mais je ne donne que mon analyse, puisque c'est la télé quand même. Il s'agit de questions de secret défense. Secret défense, tout à fait. Je ne voulais pas violer la loi pour aller au-delà. De... Je donne que des questions principes qui n'entrent pas dans le fond, pour permettre les raisonnements. C'est ça. La posture de la communauté internationale qui privilégie les démarches qui ont été entreprises par... le Kenya, l'Angola, pour dire que nous privilégions l'axe diplomatique qui a été entamé par les États tels que le Kenya avec Uhuru Kenyatta, l'Angola avec le président angolais. Est-ce que pour vous, vous trouvez que c'est compréhensible pendant que nous sommes agressés aujourd'hui? Goma, il y a des obus qui tombent dans la ville de Goma, des gens qui sont blessés. Est-ce que vous comprenez cette posture des États-Unis qui en même temps demande à ce que le Rwanda retire ses troupes de la RDC? Comment comprendre ces doubles langages? Il y a toujours eu de double langage à l'égard de la République démocratique du Congo. S'il doit y avoir des pourparlers, encore que faille-t-il que tous les acteurs autour de la table soient sincères. Paul Kagame n'a jamais été sincère. Il n'a jamais respecté un accord. À plus forte raison à l'égard de la République démocratique du Congo. Moi, je ne me souviens pas que les Rwandais, quand ils sont arrivés sur le territoire national,
il nous ait déclaré la guerre. Donc je reste dans cette logique-là pour vous dire que nous sommes déjà dans un état de guerre. Le formalisme dont le président cherche, si ça n'aura pour conséquence pour nous que restriction en termes de liberté et de droits. Ça donnera plus de pouvoir à l'institution président de la République et à l'armée. Ça, c'est ça les conséquences réelles. Et peut-être aussi, on va réorienter l'argent qui sont gérés par d'autres institutions vers l'effort de guerre. C'est juste cela. Mais dans les faits, nous sommes en état de guerre. Je répète une chose. Cela dit, comme dit tout à fait mon frère ici, rien n'empêche notre armée de mener une opération spéciale comme la Russie en Ukraine. Est-ce que la Russie a déclaré la guerre en Ukraine? Est-ce que la Russie a déclaré la guerre en Ukraine? Non. La Russie mène une opération spéciale pour éradiquer les nazis. De toute façon, nous pouvons aussi mener cette guerre-là jusque dans Rwanda pour chasser les M23. Le Rwanda l'a fait soi-disant en venant chercher les FDLR et les Iteramo ici. Quel document de l'ONU n'a pas fait rapport de la présence ou bien de l'intrusion de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo? Il ne nous a jamais demandé d'intégrer les territoires nationaux, de venir nationaux. Pourquoi alors sur le terrain, on a l'impression que ces Rwandais sont en train de gagner du terrain? Kitenge l'a soulevé. Nous avons nos peuples faiblesses, nos peuples démons. C'est-à-dire que des Congolais qui ne sont Congolais que par les tenues portées, mais leur cœur, leur âme va du côté de l'argent ou bien du côté des ennemis. C'est ça aussi l'autre réalité. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le soutien dont bénéficie le Rwanda, le soutien extérieur des grandes puissances telles nous que aussi les on a un États-Unis, soutien extérieur, la France qui avait appuyé financièrement l'armée rwandaise? Est-ce que ce n'est pas le soutien extérieur qui fait la force de ces ennemis-là? Je crois que ça peut-être fut une vérité à un moment donné. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les capacités de nous acquérir des armes comme le Rwanda. Nous avons l'argent nécessaire pour acheter des drones, pour avoir des formateurs, que ce soit russes, chinois, américains. Si les Américains ne veulent pas venir, c'est pas grave. Ce n'est pas forcément, si on n'est pas proche de l'armée américaine, on ne peut pas remporter une guerre. Cela nous est complètement égal. Moi, je dirais que réellement, si la question de la haute trahison des gens en uniforme a fait débat au sein des conseils supérieurs de défense, c'est parce que c'est une question cruciale. C'est parce que nous avons effectivement des éléments qui sont censés contrôler une partie du territoire et les protéger, cèdent volontairement cette partie du territoire aux ennemis de la République. Et là, quel traitement leur sera réservé? C'est ça la grande question. Mais on reste sur une option qui, pour moi, ne mérite même pas que le chef d'État en parle. Continuons dans cette logique qu'il n'y a pas de guerre, mais nous allons tout à fait entrer dans Rwanda, dans Kigali, pour chercher les M23. C'est aussi simple que ça. C'est pas vraiment utile que le chef puisse réunir le Parlement. À moins que ça soit une arme de dissuasion pour que les grandes nations qui protègent le Rwanda comprennent que nous aurons bientôt la capacité de défaire le Rwanda aux dépens de leurs intérêts. À moins que ce soit cela. Mais moi, je dis juste une chose. Soyons sérieux. La guerre, ce n'est pas sur notre territoire. Ceux qui meurent quotidiennement, ce sont des Congolais. Pourquoi voulez-vous que pendant 30 ans, il n'y ait pas eu de pourparlers pour dire au Rwanda, arrêtez d'agresser les Congolais? Regardez comment on transporte des corps tous les jours, quotidiennement. Des enfants meurent. Alors que ce ne sont que des péripéties supplémentaires. Ils sont en train de gagner du temps. Pourquoi faire? Moi, je considère que la République démocratique du Congo... Mais qu'est-ce qu'il faut alors? N'a pas d'amis. N'a pas d'amis, on doit se battre. Dans ces 9 frontières. Merci. Nous devons compter sur notre propre force armée et sur les Congolais même, des bonnes intentions comme les Wazalendo et d'autres groupes intercommunautaires qui sont capables de défendre la République. Merci. Et dans ce cas-là, allons chercher les ADF en Ouganda, allons chercher les FDL, les M23 à Kigali. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple. Monsieur Trésor Kalala, pour vous, déclarer la guerre officiellement, ce serait beaucoup plus avantageux. Je ne sais pas, c'est ce que vous avez dit.
de quelle manière serait avantageux de déclarer cette guerre? Bon. Au Rwanda. Bon, ici, j'aimerais d'abord rebondir sur ce que Maître Eric venait de dire. Il a dit, le problème de cette guerre, c'est vrai, le problème est à l'interne. Mais il faut dire que le problème est aussi à l'extérieur. À l'interne, c'est que nous avons les Congolais à esprit faible qui se laissent manipuler, notamment par l'argent. Ils se font corrompre assez facilement pour se rallier à notre agresseur. C'est essentiellement les militaires qui vendent... Pas seulement les militaires, mais il y a aussi des politiques. Il y a aussi des politiques qui sont là. Vous vous souviendrez, lors de la législature passée, une fois même, Mbosso a eu à interpeller certains élus du Nord Kivu. Il leur a dit clairement, vous les élus du Nord Kivu, quittez les groupes armés. Donc il n'y a pas que dans l'armée, il y a aussi des civils politiques qui sont dans ça. Et malheureusement, même autour du chef de l'État, je vais faire une petite parenthèse avant de répondre à votre question. J'aurais appris qu'il y a certaines personnes qui sont autour du président de la République activent cette histoire de guerre. Pourquoi? Parce que selon eux, on va changer la constitution. Et ils soupçonnent que le président de la République pourrait briguer un troisième mandat. Et par conséquent, pour empêcher que l'on puisse toucher à la constitution, il faut continuer à activer la guerre parce que selon l'article 219 de la constitution, stipule que pendant que nous sommes en état de guerre, état de siège ou état d'urgence, on ne peut pas faire la révision constitutionnelle. Alors pour eux, il faut utiliser le moyen de la guerre pour empêcher cette révision constitutionnelle afin que le président de la République ne brille pas un troisième mandat. Vous comprenez? Mais malheureusement, toutes ces réflexions-là se basent sur les sangs des Congolais. C'est les Congolais qui meurent dans tout ça. Vous comprenez? Donc c'était une petite parenthèse pour vous dire qu'il n'y a pas que le militaire. Il y a aussi des civils et des politiques qui sont dedans. J'irai au-delà. Et même la population aussi du Nord Kivu y est pour quelque chose. Nous avions vu plusieurs fois les services de renseignement intercepter des femmes, des jeunes qui traversent les armes du côté de l'ennemi. J'ai vu une image où il y a des mamans qui avaient des bidons jaunes, des bidons d'huile, et à l'intérieur il y avait des munitions, faisant semblant comme s'ils allaient puiser de l'eau à la rivière, alors que c'était pour donner aux ennemis dans l'autre camp. Donc tout ça là, il y a l'armée, il y a des traîtres dedans, il y a la population civile, il y a aussi les politiques qui sont dedans. Donc, il y a un peu du tout dans cette histoire. C'est très complexe. De la guerre, très complexe. Mais moi, je reste dans cette optique de toucher les mâles. Mais si déjà, en interne, comment on règle ça alors? Vous savez, une fois qu'on touche à la racine, le tronc va tomber. Le tronc, c'est les politiques, la population, les soldats. Mais quand on touche la racine, c'est le Rwanda. Mais nous sommes déjà en guerre contre le Rwanda. Nous sommes en guerre contre le Rwanda sur notre territoire. Et puis avec un alibi. Selon que non, c'est une rébellion. Ce n'est pas une agression. C'est là que je m'en vais même fustiger l'hypocrisie. Vous venez de noter ça ici. On va dire que plusieurs fois les experts des Nations Unies ont détecté clairement que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Ok? Mais pourquoi on ne vote pas une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies pour affirmer réellement que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo, pour qu'on puisse appliquer par exemple le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, pour qu'on attaque le Rwanda directement. Donc, il souffle le chaud et le froid pour gagner du temps, comme un peu Maître Eric est en train de le dire. C'est comme ça que moi j'ai dit ici, il faut qu'on prenne nos responsabilités pour attaquer le Rwanda directement. Parce que nous sommes de pays agresseurs. Pardon? Parce que pas d'un de pays agresseurs. Mais c'est ça la menace. Subir cette sanction internationale. C'est ça la menace qu'ils sont en train de nous brandir. Soit disant, écoutez, ce n'est pas une agression, c'est une rébellion, parce que dans les rangs des soi-disant agresseurs, selon eux, il y a aussi des Congolais. Et par conséquent, si nous attaquons directement le Rwanda, on nous traitera maintenant cette fois-là, nous, d'agresseurs. Parce que les rapports sont déjà là. Là, le Rwanda agresse. Mais pourquoi il n'y a pas une résolution qui nous donne la permission d'attaquer le Rwanda ou faire intervenir une armée étrangère selon que la charte de la Nations Unies est en train de le prévoir dans son chapitre 7. C'est comme ça que je dis ici, le problème c'est nous, notamment le commandant suprême et le peuple congolais dans son ensemble, selon que l'article 63 de la Constitution est en train de dire tout Congolais a le devoir, ok,
sacré de défendre la patrie contre une agression ou contre toute autre attaque extérieure. Donc, nous devons nous mettre ensemble, et les présidents de la République, et l'armée, et le peuple congolais, pour nous défendre et attaquer les mal à la source. Pour dire qu'il y a aussi des forces extérieures qui influent dans ça. Effectivement, la guerre ici est aussi économique. La guerre économique. La guerre est économique et tous ceux-là qui sont derrière, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, ce sont des grands clients du Rwanda, de nos matières premières, pillées à l'est de la République. Et par conséquent, eux ne peuvent jamais accepter que cette guerre-là à l'est puisse finir. C'est par exemple, ces téléphones ici, ils coûtent $500. La valeur, $500. Vous voyez? Mais toi, tu mets le vol. Quand tu mets le vol, tu les vends pas à $500. Tu peux les vendre à $100. Et celui-là, lui, a un bénéfice de $400 au-dessus. Vous comprenez? C'est un peu ce qui se passe. Donc, eux, ils viennent acheter les minéraux à vil prix. D'accord. Et ils vendent au prix normal, au détriment des Congolais en utilisant les Rwandais. Donc, eux, ils ne peuvent jamais accepter que cette histoire-là finisse. C'est comme ça que je dis, au-delà de cette main extérieure, nous, à l'interne, nous devons baliser tout ça là. Donc, les traîtres et tout et consorts. D'accord. Mais prendre les responsabilités, attaquer, pas aller récupérer des territoires comme être qui est en train de le dire petit à petit. Non, il faut attaquer directement le Rwanda. Quand on attaque directement le Rwanda, c'est la racine qu'on a coupée. Et les troncs vont tomber de soi. Merci. C'est ce que nous devons faire. Merci beaucoup. Deuxième thématique, mesdames et messieurs, diplomatie congolaise et rwandaise. On va faire une analyse comparative. Maître Kitenge, les deux diplomaties, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que notre diplomatie elle est faible vis-à-vis de la diplomatie rwandaise? Bon, écoutez, oui. Je vais répondre à cette question. Je crois que nous parlons de la guerre comme tout est en train d'être développé. Je vais vous dire en quelques mots ce qui doit être fait. Et si on le fait avec beaucoup de courage, nous gagnons. Okay. Quand une maison brille, ça brille chez soi. Et vous vous rendez compte que les faits qui vous consument avec vos enfants à la maison viennent d'une autre case voisine. Vous dites non, avant, je laisse d'abord le feu en train de brûler chez moi. Je vais aller brûler aussi d'abord la case du voisin. Toutefois, tu peux le faire et tu perds de les deux. La case du voisin sera brûlée et quand tu reviendras, tu trouveras que des enfants sont morts aussi dans le feu. Vous avez des territoires occupés. Même la loi de la patrie, de la pouille, dit la parole de Dieu. Avant d'en enlever là-bas, il faut enlever d'abord l'Antonaï. Je parle des choses vraies. Comment reconquérir ce territoire? C'est simple, puisque les Ouazalènes, je donne un exemple vrai. Nous l'avons vu. Les Ouazalènes, quand ils se sont levés, à des semaines, ils ont récupéré l'ensemble de massifs, tous si nous avions des images. Ils ont fait 14 jours de gestion sans que les FARDC viennent reprendre l'administration. Et les renforts sont venus du Rwanda, on les a délogés. Ils étaient même pas suffisamment armés. Ça veut dire, c'est possible, c'est faisable. Mais qu'est-ce qui dysfonctionne? C'est simple, il faut le résoudre. Conquérir nos territoires, qui y en a Rutshuru, Masisi et Murangongo. Trouver encore, quand l'armée a pu soulever la question, c'est plus qu'au sein de l'armée, des traîtres croupissent encore en Dolo, à Makala, à Boulouo et partout, et il y a des gens susceptibles d'être pendus pour que la victoire vienne. Et surtout dans les postes de commandement où il y a la guerre. Il y a beaucoup de trahison au sein de la chaîne de commandement. Un traître, il n'y a pas un procès pour les traîtres. Il faut le pendre. Il faut les pendre. Il faut le pendre, il faut l'égorger. Il y a le moratoire sur la peine de mort. Le moratoire, c'est quoi? Le moratoire, c'est juste une période transitoire suspensive. Et le moratoire n'a pas modifié le code judiciaire militaire ou le code pénal militaire, encore moins le code pénal congolais qui date de 1940. Le moratoire, c'est récent. Qu'est-ce qu'un moratoire par rapport à la loi? Parmi les sources de droit, on a une source qu'on appelle moratoire. C'est une mesure suspensive. Eh bien, cette mesure suspensive, ça veut dire qu'elle est temporaire, qui peut être levée, puisque le professeur Mbata a initié devant le Parlement l'abolition de la peine de mort. Nos députés ont rejeté la proposition du professeur Mbata dans la législature de 2011-2016. Ça veut dire le Congo, nous sommes encore en train d'appliquer la peine de mort. Ce que je dis est essentiellement vrai. Il faut nourrir les Ouazalènes.
il faut le primer. On a une armée. Il faut le primer, j'insiste. On a une armée, mais toi. Puisqu'à l'Est, la vérité, c'est que le Congolais, les Kivusiens, apprécient plus la garde républicaine et l'Ouazalendo. Dans les unités intégrées des FARDC, il se passe un dysfonctionnement, ils doivent le découvrir. Ne cherchons pas les mots ailleurs. Je dis, et je sais ce que je dis. Je vais aller dans la question de diplomatie. Il faut d'abord noter que depuis la chute d'Isaïr, nous parlons de 97, ici, 94, le Rwanda qui vient de l'Ouganda, crée le génocide, la République de 94 à 2024. Hein? À 2024, ça fait combien? 30 ans. 94, 2024, 30 ans. 30 ans. Ça veut dire le Rwanda a une administration stable de 30 ans. Avec le même régime, le même président, les mêmes animateurs. Les Congo de 97, je ne parle pas d'Israël. Je saute même l'aspect Zaïre, puisque là on ira loin. De 97 à ce jour, une administration instable. Nous avons connu les partitions, RCD GOM, MLC, parti gouvernemental, qu'on appelait les composantes et entités. Dialogue intercongolais, dialogue de Pretoria, dialogue de Sun City, dialogue de Gaborone, charte de transition, constitution provisoire. Nous avons connu des déstabilisations à déstabilisation qu'il faut partir. Des musées, quelques temps après musées qui tentent de vouloir mettre en place une administration assassinée. Et le dauphin de Paul Kagame, qui est Joseph Kabila, reprend le pouvoir. Il gère le Congo au profit du Rwanda pendant 18 ans, tel que bon le semblait. Instabilité. Tel que bon le semblait, sans créer une... En fait, quand une administration devient stable, un État devient stable, on a ce que nous appelons, dans la manière de fonctionner de l'État, une politique générale diplomatique. On sait que la vision diplomatique de la République démocratique du Congo est celle-là. La Belgique a pu fonctionner une année sans gouvernement, puisqu'ils ont déjà une administration qui est et une vision qui s'est définie. Même quand un autre président vient aux États-Unis, la politique étrangère des États-Unis, c'est un schéma déjà prédéfini et défini. Il n'y a que les acteurs qui viennent et qui partent. Qui viennent appliquer cette... Non, ça ce n'est pas un schéma du jour au lendemain, ça se construit dans... Je parle d'instabilité. Regarde la stabilité du Rwanda. De 1994 à 2024, c'est Paul Kagame qui est au pouvoir et c'est lui seul. Donc, on va dire que l'administration rwandaise, elle est assise par rapport à notre administration. Je ne parle pas assise ou pas. La durée qu'elle s'est construite avec les mêmes animateurs, c'est différent de chez nous. Pendant 97 jusqu'ici, nous avons connu combien de présidents? Kabila, maintenant le président Félix. Qui arrive? Combien de guerres? Combien de changements? Et pendant cette période, nous connaissons 2 coups d'État. Kabila chasse Mobutu par coup d'État bataille. Kabila père est tué par un coup d'État. Les militaires s'autoproclament. Entre 2006, on rentre dans la période de normalisation. On revient en 2018, ici Tshisekedi reprend dans la normalisation. On est en train de reconstruire, je vous dis, on est en train de reconstruire, de donner un fondement d'un État normal. Où ce que nous découvrons aujourd'hui comme des acquis, nos parents ont bénéficié de ça. Vous savez que nos parents ont étudié dans la gratuité. Enseignement primaire. Oui, nos parents ont étudié. Ils n'ont pas payé. Mais nous commençons à revenir dans ce que les Zaïre ou le Congo avaient déjà. Mais tout était perdu à Lambo, tout était prédit. Tout était perdu. Quand ça Tshisekedi, le pays est en train de... Mouzé a mis le service national ici, Bilanga, Bukangalo, qu'est-ce qu'on dit là? Kanyamaka. Il fallait encore Félix Tshisekedi pour que l'idée des musées de l'autosuffisance alimentaire des cantines publiques redevienne, renaître encore pour reprendre place. Mouzé a créé le FAP, Force d'autodéfense populaire. Il fallait avec Tshisekedi pour que le Ouazalendo ou le FAP reprenne face. C'est la même chose carrément. Donc, on est en train de reconstruire et je ne vois pas l'efficacité de cette diplomatie du Rwanda. Je ne la vois pas. Vous ne la voyez pas. Mais néanmoins, ils ont réussi à nous chipper la francophonie. Merci beaucoup.
Maître Bisselo, votre point de vue à ce sujet? Diplomatie congolaise, rwandaise, comparaison? Oui, diplomatie, mais j'aimerais d'abord rebondir sur un point que moi je juge tout à fait capital. Vous savez, nous avons une constitution qui est imparfaite. Il y a beaucoup de choses à corriger certainement dedans. Qui est imparfaite. Imparfaite. Mais est-ce que c'est parce que cette constitution n'est pas à la hauteur que nous devrions la piétiner quotidiennement, perpétuellement? Moi, je ne crois pas. Parce que dans son article 190, il est stipulé ceci: nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, paramilitaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée. Ça vise directement le Wazalendo. Maintenant qu'il y ait des forces intercommunautaires qui intégreraient l'armée, là, je veux bien. C'est-à-dire que nous sommes un État légaliste, c'est ça que j'ai entendu tout à l'heure. Restons, gardons cette posture et respectons au moins cette constitution que les Congolais ont votée, qui nous ressemble. Mais il est vrai que la posture, moi je reste à vie quand vous disiez que les Wazalendo ont conquis des espaces pendant 14 jours, et puis les M23 sont partis se ressourcer et revenir du Rwanda avec des effectifs supplémentaires pour les chasser. De la même logique, si pendant ces 14 jours, les forces armées de la République démocratique du Congo auraient poursuivi les M23 jusqu'au Rwanda parce qu'ils ne sont pas capitulés, parce qu'il aurait, si la logique aurait voulu que de l'autre côté, si le Rwanda n'était pas impliqué, arrête les Wazalendo, qui déposent les armes au Rwanda. Et là, dans ce cas-là, on dit que le Rwanda n'est pas impliqué. Mais à partir du moment où nous n'avons pas eu ces échos, il fallait aller chercher ces Wazalendo, ces M23 au Rwanda. Et là, on aurait eu un pourparler avec les Rwandais ou bien avec les Américains qui sont leurs chefs. Et là, les pourparlers auraient été sur la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda, et le Rwanda et la République démocratique du Congo. On aurait préservé l'intégrité territoriale, on aurait renforcé la présence de l'État dans les espaces conquis, mais également l'autorité de l'État. Maintenant, sur la diplomatie, vous savez, la diplomatie, c'est le mal-aimé de la politique congolaise. C'est-à-dire, c'est vrai que des différents chefs d'État qu'on a eu, on a eu un sabordage systématique de la diplomatie, une négligence. Et c'est vrai que parce qu'à un moment, avec le musée, on n'a pas trouvé d'interlocuteur extérieur pour entendre la cause des Congolais. Pour de simples raisons que la diplomatie internationale ne dépend pas seulement de nous, le pays qui voulons établir des ponts avec les autres États, qui voulons des représentations de nos intérêts et de notre gouvernement dans ces États. Qu'est-ce qui peut faire la force de notre diplomatie? Quels sont, c'est quoi les éléments qui peuvent... Faire la comparaison avec la diplomatie rwandaise sous-entend que Rwanda a créé une diplomatie et s'est développée. Non. Paul Kagame est arrivé n'étant pas un État. Il a été envoyé par les Américains comme les Ougandais. Il a été envoyé. Donc il n'y avait pas une diplomatie qui a fait qu'il obtienne toutes ses armes pour venir chasser Ibiarimana et commettre des accusations au Rwanda. Il n'y avait pas de diplomatie dans ce sens. Donc, dans sa suite, dans sa logique, à pénétrer en République démocratique du Congo, il n'y avait pas de diplomatie. La diplomatie, sa seule diplomatie a été de vendre le génocide rwandais. Mais en quoi cela nous concerne-t-il? En quoi cela nous concerne? Là, je reprocherai à la diplomatie, c'est vrai par exemple de Félix-Antoine Tshisekedi, parce que 5 ans c'est beaucoup, de ne pas vendre les génocides congolais. C'est à ça que sert également la diplomatie. C'est de laisser croire que le génocide rwandais est plus important et plus justifiable, qui permet au Rwandais de faire ce qu'il veut en Afrique centrale. Quelle est la stratégie justement? Utilisons cette stratégie qui est évidente. Nous avons ce que le monde cherche. C'est pas une question de sentiment. On est dans un domaine où il ne s'agit pas de dire pleurer avec nous. Non. Vous voulez ceci, nous voulons cela. Vous voulez les minerais, mais nous voulons la reconnaissance. Est-ce qu'on peut comparer la République démocratique du Congo avec tout ce qu'elle a comme potentialité à un autre État africain? Qu'est-ce que vous en faites de cette potentialité? Est-ce que vous en êtes maître? Est-ce que ça ne devrait pas être des leviers pouvant justifier notre force diplomatique? Ça devrait être. Mais est-ce que cette potentialité, vous en avez le contrôle? Ben non. Qui en a le contrôle? Demandez aux ces centaines de groupes armés qui sont à l'Est. C'est pas l'État.
Je parle de la République démocratique du Congo. Mais ça fait partie de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que ces potentialités, nous ne les exploitons pas, nous n'en avons pas le contrôle. Nous n'en avons pas le contrôle. Donc ça devient que des théories. Ces diplomaties s'établissent avec ceux qui en ont le contrôle. Le Rwanda a le contrôle à travers ses hommes des mains, ceux qui sont à l'Assemblée nationale, ceux qui font de la politique. Ils ont le contrôle de nos minerais. Nous avons vu un individu détenir à lui seul des minerais de la République entière. Nous avons vu cet individu qui n'est même pas né congolais. Merci beaucoup. Qui n'est même pas né congolais. Donc la question qui se pose, il est vrai que je dois donner la parole. Il n'est pas, la diplomatie, c'est pas juste l'histoire de dire vendons la guerre, mais vendons aussi la paix. La raison pour laquelle nous devrions avoir la paix. Parce que les Juifs ont vendu quoi? Merci. Pendant des décennies, ils ont vendu la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, ils peuvent se permettre de raser la Cisjordanie parce que eux, ils ont été victimes, comme les Noirs, de la Deuxième Guerre mondiale. Monsieur Trésor Kalala, à vous la parole. La diplomatie congolaise, est-ce qu'elle est aujourd'hui... est-ce qu'elle est en bon état, la diplomatie congolaise, si vous la comparez à la diplomatie d'autres États limitrophes comme le Rwanda par exemple? Bon, ok. Je commence par rebondir sur la chute de Maître Eric. Lorsqu'il dit Kagame a réussi à vendre les génocides et tout, mais nous on n'a pas réussi à vendre notre situation actuelle. Moi je crois que la situation actuelle, selon qu'elle est présentée, même dans l'opinion internationale, c'est pas pareil à comme c'était avant. Aujourd'hui, avec la diplomatie actuelle, nous avons réussi à prouver à la face du monde que ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est pas une rébellion. Parce que depuis la nuit des temps, l'opinion internationale était en train de considérer ce qui se passe en République démocratique du Congo comme étant une rébellion. Mais avec la diplomatie actuelle, aujourd'hui, on sait voir clairement que ce n'est pas une rébellion, mais c'est une agression venant du Rwanda. Aujourd'hui, Kagame, qui s'est caché, il ne peut plus se cacher. Tout le monde sait que Kagame, ces dirigeants-là rétrogrades, qui est en train d'entretenir des anciennes pratiques, qui est à la base de ce non-développement de l'Afrique. Aujourd'hui, à cause de la diplomatie, nous savons voir que c'est le Rwanda qui agresse la République du Congo. Ce n'est pas une rébellion. Les preuves tangibles que le Rwanda... Aujourd'hui, on a réussi à dévoiler tout ça. Donc, sur ces points-là, Tshisekedi a réussi à vendre la situation de la République du Congo. Mais nous devons aller plus loin. Vous comprenez? Nous devons aller plus loin. Plus loin, ça veut dire qu'il faut mettre fin à tout ça. Mais déjà sur le point de l'information, du paradigme aujourd'hui, on sait que ce n'est plus une rébellion, c'est une agression venant du Rwanda. Aujourd'hui, c'est connu du monde entier que Kagame, c'est un agresseur, c'est un tueur. Aujourd'hui, toutes les preuves sont mises à nu. Donc, de ce point-là, la diplomatie a marché. Mais s'il faut aller dans la profondeur, comparer la diplomatie rwandaise à la diplomatie congolaise, moi je dirais que la diplomatie rwandaise n'est pas assez solide que celle de la République du Congo. Le problème ici, c'est un problème d'intérêt. Les prédateurs trouvent intérêt derrière le Rwanda. La guerre ici, elle est économique. Le Rwanda, c'est un État voleur. Ils viennent voler les ressources en République démocratique du Congo et ils les vendent à vil prix et eux trouvent bénéfice. Ce n'est pas que les Rwandais ont une diplomatie extraordinaire, c'est un problème d'intérêt ici. Est-ce que nous-mêmes ne pouvons pas vendre nos propres minéraux à vil prix de telle sorte que nous ayons quand même la paix? Non, écoutez, nous avions en fait cette pratique-là de gagnant-gagnant. Donc, nous vous vendons vos minéraux, nous faisons aussi des bénéfices pour développer notre pays. Ça, c'est un principe. Vous ne me dites pas ici que nous puissions donner nos minéraux ou nos ressources naturelles gratuitement. Non. Mais qu'est-ce qui est plus important? Il faut qu'on ait des accords. Non, écoutez. Bien, la paix, là, nous pouvons l'avoir sans dilapider nos minéraux. C'est comme ça que je suis en train de dire. Nous devons avoir une armée forte. Nous devons nous organiser. Nous devons avoir une armée capable de sécuriser nos matières premières. Mais en entendant, c'est ce qui se passe tous les jours. Eux, là, ils viennent tirer de bénéfices à travers le Rwanda. J'ai dit, ce téléphone coûte $500.
Mais lui, il les vole. Il les vend à 100 $. Mais si moi-même je dois les vendre, je peux les vendre peut-être à 300 $. Donc lui ne viendra pas chez moi. Il va traiter avec le voleur. Pourquoi il passe par le voleur? C'est pas une... Mais il passe par le voleur pour faire des bénéfices. Le Rwanda n'a pas une diplomatie pour la République du Congo. Ici, c'est un problème d'intérêt. Et c'est comme ça que toutes ces grandes puissances sont derrière le Rwanda pour nous prendre nos minéraux à vil prix. Et c'est ça le problème. Donc la République du Congo est très forte. Diplomatiquement, le Rwanda n'est pas très fort que nous en diplomatie, mais seulement il a des appuis parce que c'est un voleur. C'est un voleur qui vole et eux achètent à vil prix, mais c'est ça. Il a été envoyé pour ça, c'est pas. Mais voilà, mais on l'envoie pour voler. Et c'est ça qu'on dit. Non, ils ont une diplomatie. Non, ils n'ont pas une diplomatie. Moi, je veux bien. Moi, je fais une distinction de choses. La diplomatie qui est les relations entre les États et, j'allais dire, l'opinion publique de ces États-là. C'est vous qui avez cité. Non, mais c'est vous qui dirigez les débats. Non, je te rends la parole. On est dans le débat. Excuse-moi si je t'ai coupé. Non, parce que tu as soulevé un fait en disant que nous avons gagné, notre diplomatie est en train de gagner. Non, il est vrai que le travail qui a été fait, c'est gagner l'opinion publique de ces États-là. Mais la diplomatie des États-Unis, étaient au fait de chaque exaction commise par Paul Kagame dès son entrée de 1996. Chaque maître les actions commises, Bill Clinton est au courant. Donc, ils sont au fait de la situation en République démocratique du Congo mieux que vous et moi. Mieux que Tshisekedi, puisqu'il n'était pas aux affaires en ce temps-là. Merci. Donc, distinction, l'opinion publique, nous sommes en train de regagner, effectivement, l'opinion publique de ces pays-là pour leur dire que voilà ce qui se passe au Congo n'est pas normal. Et ça, c'est un fait important, mais ce n'est pas en soi la diplomatie. Mais c'est vrai que je dis, Paul Kagame n'a pas de diplomatie. Je termine avec vous. Il est un envoyé. Je repasse par vous pour finir. Je passe la parole à Maître Ekité. Oh, non, mais... Je finis avec vous. C'est la promesse que je vous fais. Je finis avec vous. C'est ton père qui parle. Aujourd'hui, nous sommes en train de jouer le... C'est que lui va parler 4 fois, je crois 3 fois. Non, j'ai fini. Vous m'avez coupé mon argument. Il fallait me laisser finir. Parce que j'ai un petit truc que je devais rebondir sur lui. Vous terminez et puis... Non, mais vous allez... Bon, allez-y. Bon, ok, allez-y avec Maître Ekité. C'est fait ça. Non, allez-y. Bon, nous sommes en train de jouer le sport. Est-ce que cette canne peut être un élément qui peut, jouer positivement dans notre situation actuelle du point de vue international, si nous arrivons à la remporter? Bon, toutes les probabilités sont là. Nous pouvons également remporter cette canne ou la perdre. Mais mon souhait en tant que Congolais, c'est que nous puissions remporter, puisqu'on a déjà eu des confrontations directes avec la Côte d'Ivoire. Nous l'avons déjà gagné. Quelquefois, il nous a déjà gagné. Il y a eu 2 matchs nuls, donc ce n'est pas une équipe qui nous intimide du point de vue de l'histoire. Et là, c'est pendant que la Côte d'Ivoire avait avec tous ses meilleurs, pas une équipe faible telle qu'on l'a vu. Donc il faut dire que dans cette phase finale, la RDS Congo n'a pas encore perdu un match. Aucun match. Et donc nous sommes au top des bonnes équipes et même de prétendants à ce trophée. Mais du point de vue de la question telle qu'il faut le dire diplomatiquement, c'est que je vous ai dit, en matière de diplomatie, il n'y a pas de comparaison d'une diplomatie forte ou faible du point de vue des États, puisque dans la manière des États, il y a de petits États, il y a des grands États, du point de vue de leur position. Ça peut être petit en superficie et ça peut être aussi petit en ressources. Ça veut dire, qu'est-ce que vous avez que le monde a besoin? Qu'est-ce que vous valez que le monde ne peut que passer par vous pour obtenir? C'est une question que nous pouvons nous poser, la position de la Belgique au sein de l'Union européenne. Elle est insignifiante. Du point de vue de l'administration de l'Union européenne et à Bruxelles et tout ça, mais dans le fond, quand il faut écouter la position en Europe, il n'y a que la position de la France, de l'Allemagne, quelquefois de l'Angleterre qui compte. Donc la Belgique est dans la classe des petits pays qui, on peut leur donner une fenêtre d'existence. En conclusion, oui, je conclue. En conclusion, le président de la République, d'abord, il faut noter que nous entrons, le président arrive où je peux vous scandaliser, tout a été dilapidé, ce que vous appelez minerais et ressources. Les cartes de Camille existent. Chaque carré minier
chaque réserve a été livrée à des contrats léonais de 25 et de 30 ans. Qu'on se regarde en face, qu'on les dise. C'est dans l'ensemble de ces... Puisque la sycomine là que vous analysez aléatoirement, c'est une bombe. Donc quand vous allez à Manono, je vous dis renégocier de manière... Est-ce qu'on en a renégocié pour tout état de mine? J'ai discuté avec les DG de l'Okimou, par exemple. C'est une belle réussite, 7 milliards. Exactement. 7 milliards déjà pour l'RDC. C'est déjà un bon. Mais c'est nos frères de Congolais qui ont discuté avec eux à l'époque. Vous allez à Manon, là où sont les lithiums, vous trouvez que AVZ a déjà le contrat de 90% des gisements pour 30 ans. Pour le nobium. Alors, même s'il faut amener d'autres investisseurs pour qu'ils viennent trouver la part où on doit être sous-traitant des autres. La diplomatie, c'est aussi créer un cadre de normalisation en interne pour permettre ceux qui vont chercher ce que vous avez et trouvent de quoi investir. On termine avec vous. Okay. Oui. Il y a une question. La question du sport, est-ce que le sport peut être aussi un élément? Mais vous pouvez conclure et puis... Ok, je vais répondre à la question du sport à la fin. Je voulais finir par dire pourquoi je suis en train de soutenir que nous devons attaquer directement le Rwanda. Maître Kitenge a semblé mettre une théorie de 2 cases, où toi tu viens brûler chez moi, et je laisse mes enfants, je viens aussi brûler chez toi. Ouais. Non, en fait, ça ne doit pas être comparé comme ça. Ça doit être comparé dans le sens que nous sommes 2 voisins, chacun à sa maison. Mais toi, tu es papa. Tu envoies tes enfants, en complicité avec mes enfants, ils viennent tout le temps voler chez moi. Ils viennent tout le temps piller chez moi et tu leur donnes les ressources, tu les encourages. Le jour où moi je quitte chez moi, je lis ces papas-là, je les mets hors état de nuire, ceux-là qui sont chez moi seront coupés de la source et par conséquent ils vont fuir. De même parce que celui qui leur donne la force n'est plus à mesure de leur donner cette force-là. C'est comme ça que moi j'ai dit, nous avons des territoires occupés. Nous avons les Rwandais chez nous en complicité avec des Congolais. Le meilleur à faire ici c'est quoi? C'est attaquer directement les Rwandais. Si le Rwanda est anéanti, le Rwanda c'est lui qui donne les ressources, la force, même le renfort, tout ça, les moyens. Mais si eux ils sont coupés de tout ça là, ils ne vont plus être chez nous. Ils vont fuir. Donc comme ça j'ai dit ici, il faut aller à la racine. Tout ce que nous voyons là, c'est le tronc. Donc si nous coupons la racine, le tronc va tomber de soi. Donc n'allons pas dans ce petit théâtre, on va récupérer 2 territoires. Après le lendemain, les Rwandais vont... Allons couper la source. La source c'est quoi? C'est le Rwanda et Paul Kagame. Une fois que le Rwanda est affaibli, Paul Kagame... Nous parlons de la guerre, mon ami. Mais écoutez, je connais la guerre. Ceux-là qui sont chez nous, ils vont fuir d'eux-mêmes, ils vont entrer dans la brousse. Nous ferons de tout ce que nous voulons. Donc moi, je persiste. Attaquons les Rwandais directement, comme le président de République avait dit, à partir des Goma, on peut atteindre Kigali. Mais déstabilisons Kigali. Les groupes armés vont fuir de soi parce qu'ils n'auront plus de ressources, ils seront coupés de la source d'approvisionnement et ils vont disparaître. Donc moi, je soutiens ma thèse, attaquons directement le Rwanda. Le sport, moi je suis un bon sportif. Je crois que la République démocratique du Congo nous a prouvé de quoi elle était capable depuis le début. Jusqu'à maintenant. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons gagner. Ça ne sera pas facile, mais je crois que nous allons gagner et en fait, nous allons retourner dans l'orbite de grandes équipes africaines. Même dans ce monde. Parce qu'avant, nous avions eu même à jouer la Coupe du Monde. Alors, je crois qu'avec cette victoire, une fois propulsé en finale, ça va nous donner de l'énergie pour bien affronter les éliminatoires de la Coupe du Monde. Pourquoi pas aussi passer par la Coupe du Monde et aller plus loin. Et aller plus loin en espérant que cette victoire pourra avoir une incidence positive sur cette insécurité que nous vivons dans l'Est de la RDC. C'est beaucoup de millions de dollars que nous allons gagner si nous remportons cette coupe. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec d'autres questions d'actualité. Nous serons déjà dans le bain de l'après-télévision. La RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face
à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.